23 h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Tout de suite, les titres. Rencontre cet après-midi entre le chef de l'État et plusieurs délégations de femmes de Côte d'Ivoire, intellectuelles, commerçantes, femmes rurales. Elles étaient tous au palais de la présidence pour réitérer leur soutien au président Alassane Ouattara. La maladie du Schulenschut, nous en parlerons également dans ce journal. Depuis une décennie maintenant, elle détruit des plantations dans les zones de production. Nous ferons un tour à Soubré, la capitale du cacao ivoirien. Là-bas, ce sont des milliers d'hectares qui sont détruits chaque année. Et puis, hors de chez nous, le maire de Lampedusa en Italie, lauréat du prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix 2017. Avec lui, une ONG, l'ONG SOS Méditerranée de France. Les lauréats sont connus depuis maintenant quelques heures. Bonsoir à tous, je vous le disais tantôt, une rencontre cet après-midi entre le chef de l'État et plusieurs délégations de femmes ivoiriennes, intellectuelles, commerçantes, femmes rurales. Elles étaient toutes au palais de la présidence. Elles sont allées réitérer leur soutien au président Alassane Ouattara. Des femmes dynamiques, des femmes engagées aux côtés donc du chef de l'État pour le développement de la Côte d'Ivoire. Je vous propose d'écouter le président de la République, visiblement heureux de recevoir ses hôtes. Ce qui a été fait pour les femmes depuis 6 ans est important, mais à mon sens, ce n'est pas assez. Et surtout que, personnellement, j'aurais bien voulu faire beaucoup plus. Le soutien que vous m'apportez, mais vraiment un soutien inestimable, important. Voyez-vous, je dois vous dire que être président de la République, c'est un véritable sacerdoce. Quand nous avons vu en janvier, en février, cette dégringolade du prix du cacao sur les marchés internationaux, que nous avions pris l'engagement de fixer le prix à 60% du prix international. Et là, quand nous avions fixé le prix en octobre, les prix étaient à 1800, 1900 francs sur le marché de Londres. Et petit à petit, les prix ont commencé à descendre. Et au mois de janvier, le prix du cacao est tombé à 1300, et ensuite à 1200, et même à 1100, qui est le prix que nous servons aux producteurs. Alors je dis, mais c'est quand même pas possible. Cela veut dire que 60% de 1100, c'est 660 francs. Je dis, mais vous vous rendez compte, nous pourrions être obligés de payer à nos paysans la moitié de ce qu'on leur payait il y a quelques mois. Ah ben, j'en ai vraiment souffert. Et la veille de la décision, et je dois le dire, passer de 1100 francs à 700 francs, c'était vraiment une douleur extrême pour moi. Parce que je me dis, mais ces paysans qui ont tant travaillé, qui ont bien travaillé, à qui on n'a rien à reprocher. En plus, la qualité du cacao est meilleure. Et nous voilà obligés de réduire donc le prix du cacao de 1100 francs à 700 francs. Autant j'ai été heureux pendant 5 ans parce que tout allait bien, le cacao montait tous les jours. J'appelais la caisse et je leur disais, oh là là, c'est formidable, je vais augmenter à nouveau le prix du cacao. Et là, cette année, nous avons été dans l'obligation de le faire. C'est vous dire que quand j'ai vu cette manifestation de soutien pendant une période aussi difficile, mes chères sœurs, ça m'est allé droit au cœur et je devais vous le dire. Voilà, manifestation de soutien donc au chef de l'État. Je vous propose à présent d'écouter les réactions des hôtes du président Alassane Ouattara. Lorsque les femmes sont derrière un homme, il réussit toujours. Les femmes de Côte d'Ivoire ont décidé de soutenir le président Alassane Ouattara pour toutes les actions qu'il a posées depuis qu'il est à la tête de la Côte d'Ivoire. Nous allons nous investir à expliquer aux femmes dans les régions les préoccupations du président lui-même concernant le pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle sera la contribution des femmes? Il faut informer. Il faut informer. En informant la femme, vous informez son fils, vous informez son mari. Nous sommes venus lui dire qu'il doit compter sur nous. Parce que quand une femme est engagée, elle est réellement. C'est nous qui donnons la vie et c'est nous qui pouvons aussi apporter la paix et la cohésion dans le pays. Donc vraiment, nous lui faisons confiance pour qu'il fasse mieux
pour nous les femmes, il nous l'a promis. Et nous savons que c'est un homme de parole, il le fera. Nous avons vécu dans la Côte d'Ivoire d'hier et nous vivons aujourd'hui dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et nous voyons comment les choses avancent. Et nous pouvons que remercier le président et lui souhaiter bon vent. Et hier mardi, c'était plutôt les populations de la région du Sud Komoé qui étaient reçues par le président Alassane Ouattara. Elles étaient également au palais de la présidence pour exprimer leur reconnaissance au président Alassane Ouattara pour ses actions en faveur du développement dans leur région, mais également pour sa confiance renouvelée au fils du Sud Komoé. La région du Sud Komoé, dans toute sa diversité, est venue exprimer sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Hommes, femmes, jeunes, chefs coutumiers, figures emblématiques de la région, c'est en nombre important qu'ils ont effectué le déplacement pour signifier, comme l'ont affirmé ses porte-paroles, l'adhésion de toute la région à cette démarche de remerciement au président de la République pour l'honneur fait à toute la région par la nomination de plusieurs de ses fils à des hautes fonctions de l'État. Et plus particulièrement la nomination d'un de ses plus illustres fils, Daniel Kablan-Duncan, au poste de vice-président de la République. Monsieur le Président de la République, votre peuple du Sud Komoé est venu aujourd'hui, le cœur ouvert, le désir ardent de vous parler, le désir ardent de vous rencontrer depuis longtemps, de vous toucher, de vous dire merci pour ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire depuis que vous avez accédé à la tête de ce pays. Merci pour ce que vous faites pour le Sud Komoé. Merci pour ce que vous faites pour les fils et les filles de Côte d'Ivoire. Vos frères et sœurs du Sud Komoé, dans toute leur diversité ethnique, socio-professionnelle, politique, économique, conduit par Madame la Présidente Henriette Konan Bédié, soutenu par Monsieur le ministre Marcel Amontano, Jean-Claude Brou, Albert François Michia, vos frères et sœurs appuyés par les élus, détenteurs de la légitimité démocratique, sous la bénédiction des chefs traditionnels, rois, chefs de canton, chefs de village, et les prières ferventes des chefs religieux, et avec les sages conseils des doyens, et bien entendu l'encadrement des cadres, hauts cadres, avec l'affectueuse compagnie des femmes et la tendre représentation des jeunes, vos frères et sœurs du Sud Komoé, dis-je, sont venus, Excellence, Monsieur le Président de la République, en cet après-midi crépusculaire, vous dire un seul mot. Un mot fort heureusement commun et partagé par les 8 groupes ethniques à l'origine du Sud Komoé. Mot, dada mot, allez mot. Chaque fois, Excellence, Monsieur le Président, et ça, ce sont les populations du Sud Komoé, comme l'ont dit, chaque fois que tout semblera sombre, noir, obscur, ne faites rien. Regardez devant vous, regardez derrière, regardez à votre côté et à votre droite, le Sud Komoé, comme un seul homme, se tient à vos côtés pour vous accompagner. Courage, 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 Excellence, Monsieur le Président de la République. Telle est l'économie de ce que mes parents m'ont demandé de vous dire. Je ne peux pas en rajouter un mot. Dieu bénisse tous les ouvrages de vos mains pour le bonheur de chaque Ivoirien et que vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Si d'ordinaire, le président de la République, Alassane Ouattara, est peu enclin à de telles manifestations de soutien à sa personne, il a tout de même accepté d'accorder cette audience aux populations du Sud Komoé, ce qui traduit une fois de plus l'estime qu'il accorde à Daniel Kablan-Duncan. Je voudrais dire en toute simplicité que quand le vice-président Daniel Duncan
m'a informé de votre souhait d'une rencontre de remerciements. Je lui ai dit bien sûr que j'en étais heureux, mais qu'en réalité, cela n'était pas vraiment nécessaire parce qu'il est à la place qu'il faut et il le mérite. Bravo. Cela fait plus de 4 décennies que le vice-président Daniel Kablan-Duncan et moi avons été ensemble, soit dans la même institution, soit dans le même domaine de responsabilité. Et je voudrais dire à quel point Daniel Duncan est un patriote, à quel point c'est un homme loyal, un homme compétent, un travailleur infatigable. Et je crois que les ministres qui sont là et ceux qui sont absents ne le démentiront pas, car il les a fatigués pendant plusieurs années. C'est un homme d'expérience, un grand serviteur de l'État et surtout une personne juste, une personne humble et remplie de modestie et d'humilité. Vous savez, le pouvoir peut transformer certaines personnes, mais j'ai connu mon ami et frère Daniel Duncan au fil des années, et que ce soit dans les moments de stress, dans les moments de joie, dans les moments de doute, il n'a jamais varié. Cette démarche de reconnaissance, les populations du Sud Comoé l'ont marquée par des dons symboliques au président de la République et à son épouse sous la forme d'attributs royaux offerts au couple présidentiel, plus des produits vivriers du terroir, 1 tonne de poisson, 1 tonne de graines de palme, 1 tonne de manioc et 1 tonne de bananes plantains. Et le reportage était signé Viviane Aïmé, avec qui on reste pour cette autre audience, celle-là accordée par le président Alassane Ouattara au président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous le savez certainement, la Côte d'Ivoire a ratifié le protocole portant création de la dite Cour. Il était donc question pour lui d'exprimer sa gratitude au chef de l'État. Juridiction de l'Union africaine, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été créée en 1998 par un protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adopté par les États membres de l'OUA à Ouagadougou au Burkina Faso au mois de juin 1998. Cette juridiction est installée depuis 2006 et est en activité. Le président de cette Cour de justice panafricaine, l'Ivoirien Auré Sylvain, est venu informer le président de la République Alassane Ouattara de la volonté de la Cour africaine de tenir ici à Abidjan d'importantes assises. Cet entretien était tout d'abord pour présenter nos remerciements au président de la République pour le soutien inconditionnel que la Côte d'Ivoire apporte au mandat de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous savez que la Côte d'Ivoire a non seulement ratifié le protocole portant création de la Cour, mais également fait la déclaration qui permet aux individus et aux organisations non gouvernementales de saisir directement la Cour africaine. Et donc figure parmi les 8 pays qui ont fait cette déclaration. Dans le monde du contentieux international, c'est un fait extrêmement notable. Deuxièmement, nous avons voulu aussi informer le président de la République de ce que la Cour tenait à organiser des activités très importantes en Côte d'Ivoire pour marquer effectivement sa reconnaissance vis-à-vis de l'engagement de la Côte d'Ivoire en faveur de la gouvernance et de la question des droits de l'homme sur le continent africain. Et donc il s'agit de 2 événements importants sur le continent, notamment le dialogue judiciaire continental qui va regrouper les sommités du monde judiciaire, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique, le continent africain, mais également des sommités extérieures du monde judiciaire. Deuxièmement, également, concernant ces activités, il y a la session ordinaire de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la 47e session ordinaire, qui va se tenir à Abidjan du 13 au 24 novembre 2017. Et donc, pendant un moment,
La Côte d'Ivoire va donc devenir la capitale judiciaire de l'Afrique, du continent africain, en tout cas en ce qui concerne la protection des droits de l'homme sur le continent. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est installée à Arusha, en Tanzanie. Direction l'hémicycle, toujours au plateau, examen et adoption du programme des travaux de l'année 2017. 224 députés sur 225 ont voté pour. Notez que la séance plénière a eu lieu ce matin. C'était en présence du président du Parlement. Le compte-rendu est signé Ahmed Traoré, Michel Digri. 225 députés présents sur 255 procèdent à l'examen de l'ordre du jour des travaux parlementaires de la session ordinaire de l'année 2017. Une session au cours de laquelle l'hémicycle planchera sur plusieurs projets de loi. Je voudrais vous inviter à prendre toutes les dispositions utiles, nécessaires pour participer effectivement aux séances qui sont programmées pour enrichir les projets de loi de vos observations et de vos contributions. Une approche jugée opportune par les députés. Je pense que c'est un programme qui est alléchant, qui va nous amener à travailler jusqu'au 29 juin prochain. Et donc nous affûtons nos armes, n'est-ce pas, à pencher sur les projets de loi qui ont été soumis à travers plusieurs commissions. Le calendrier il est bon, ça monsieur, on va travailler. Ça démontre encore une fois que le député n'est pas juste pour applaudir, mais il participe réellement à la vie de la nation. Ce projet de calendrier sera soumis aux différents groupes parlementaires dans les prochains jours pour adoption. Cette information en images pour poursuivre, le ministre des Affaires étrangères Marcel Montano a achevé sa mission à New York, une mission qui visait à mobiliser la communauté internationale autour de la candidature ivoirienne pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2018-2019. Avant son départ de New York, Montano a présenté les enjeux de cette candidature ivoirienne aux représentants des missions permanentes auprès de l'ONU dans le cadre de cette campagne pour l'élection de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité de l'ONU. Marcel Montano a été reçu en audience par Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe des Nations Unies. Notez que le vote aura lieu le 2 juin prochain. Ce sera à New York, au siège de l'ONU. Coopération Côte d'Ivoire-Vietnam. Plus de passeports diplomatique, une nouvelle très bien accueillie, en tout cas de part et d'autre. Notez que les échanges économiques entre les deux pays s'élèvent à 313 milliards de francs CFA. Le Vietnam et la Côte d'Ivoire écrivent une nouvelle page de coopération. Avec la suppression des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services, le ton est donné pour insuffler un nouveau dynamisme à la coopération bilatérale après 40 ans d'amitié. Les deux pays, engagés à se soutenir mutuellement, l'ont concrétisé ce mardi par un accord. Le ministre des Affaires étrangères, Marcel Montano, s'en est réjoui. Il a affiché la volonté de la Côte d'Ivoire à encourager les entreprises vietnamiennes à transformer la noix de cajou sur place dans le pays. Il a par ailleurs souhaité que le Vietnam ait une coopération plus étroite avec le Conseil du coton et de l'anacarde. Une doléance prise en compte par la délégation vietnamienne conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères. Le Vietnam veut désormais partager son expérience en matière agricole pour le développement de la riziculture en Côte d'Ivoire. À l'issue de cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Vietnam, le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Marcel Montano, a souhaité avoir le soutien du Vietnam dans sa quête d'un poste de membre non permanent pour la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité pour la période 2018-2019. La candidature du Vietnam à un poste de membre non permanent pour la période 2020-2021 au Conseil de sécurité pourra de ce fait bénéficier du soutien de la Côte d'Ivoire. Cette autre information en images, la Banque mondiale a rendu publique ses conclusions de croissance pour l'Afrique en 2017. Il est constaté un rebond
Après avoir enregistré le niveau le plus bas en 2016, la croissance africaine est de 2,6% en 2017. Selon les dernières données, 7 pays, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Kenya, le Mali, le Rwanda, le Sénégal et la Tanzanie continuent de montrer une résilience économique aidée en cela par la demande intérieure. Et notez que ces pays ont affiché des taux de croissance supérieurs à 5,4%. On parle agriculture à présent, la maladie Schulen-Schut. On en parle dans ce journal depuis une décennie maintenant. Cette maladie détruit des plantations dans les zones de production. Nous ferons donc un tour à Soubré, la capitale du cacao ivoirien. Là-bas, ce sont des milliers d'hectares qui sont détruits chaque année. Et le Conseil Café Cacao a décidé tout simplement d'attaquer le mal à la racine. C'est ce que nous dit Noël Niagno. Campement Petit Bandoukou. Nous sommes à une quinzaine de kilomètres de Soubré, dans la nouvelle capitale du cacao ivoirien. Petit Bandoukou, créé en 1974 autour de la cacaoculture, est victime, tout comme les campements environnants du Schulen-Schut, un mal cruel appelé aussi le sida du cacao. Les 50 hectares sont tous ravagés par la maladie du Schulen-Schut, alors on n'a plus autre source de revenus. 76% c'est uniquement le petit village de Petit Bandoukou. Les clés jadis réservées au séchage des fèves issues des 50 hectares de feu Kwasi Yao, le fondateur du campement, ne reçoivent désormais plus que des produits de substitution. Aujourd'hui, vous constatez très bien qu'il n'y a plus rien là-dessus. Donc on sait seulement que les maïs ou bien le riz. Non loin de Petit Bandoukou, Ndriagi, un village de la sous-préfecture de Oupoyo, toujours dans le département de Soubré, un autre foyer du Schulen-Schut. Ici, dans le secteur, dans ce CV-là, nous avons plus de 1000 hectares. Et depuis 2008, nous avons constaté la maladie, surtout à partir de ce village Ndriagi. Principal facteur de propagation et de dissémination à grande échelle du Schulen-Schut, la difficulté des paysans à cerner la maladie. Bon, au début, c'était un peu difficile. Parce que quand je voyais ma plantation, les récoltes que j'avais avant, quand la maladie veut venir, les cacaoyers deviennent pâles, les feuilles là deviennent jaunes et puis ça ne produit plus. Ça s'est dispersé dans le champ. De plus, les cacaoculteurs ont refusé de prime abord la thérapie de l'arrachage des plants. Au début, quand c'est venu, si on avait pris ça au sérieux, aujourd'hui on ne serait pas là. On aurait déjà fait au moins 2-3 hectares replantés. Comme on a mis du temps avant de comprendre nos agents en adhèrent, voilà pourquoi maintenant tout est parti et puis c'est au dernier moment on a compris. Résultat, la maladie a eu le temps de progresser, de s'installer. En 2015, j'avais fait l'arrachage de 117 hectares. Et en 2016, 138 hectares, 75. À ce jour, les surfaces infectées dans les départements de Soubré, Méagi et Buyo sont estimées à environ 3000 hectares. Freiner l'avancée du Schulen-Schut s'est avéré nécessaire pour éviter que la maladie ne prenne des proportions inquiétantes. Le Conseil du café cacao, dans son volet développement de la filière, a conçu la campagne d'arrachage et de replantation, le seul remède à ce jour. Cette thérapie développée avec l'agence d'exécution qu'est l'ANADER, Agence nationale de développement rural, a progressivement conquis les paysans. Bon, dès le départ, ils étaient réticents, puisque ne connaissant pas trop la portée de la technique que nous devons apporter, ils étaient un peu réticents. Mais au vu de l'avancée de la maladie, et qu'ils ont vu déjà les premiers résultats dans d'autres secteurs, en tout cas ici, ils sont vraiment, ça va vite. Actuellement, je peux dire que je suis harcelé. Je ne dors même plus, mon téléphone sonne à tout moment, chacun veut que je vienne faire de l'arrachage. La thérapie est à deux composantes. La première, l'offre de plants améliorée, doublée de la volonté de reforestation des parcelles avec des essences aux avantages socio-économiques avérés. L'agriculture a eu un fort impact négatif sur la forêt ivoirienne. Pour reboiser un tant soit peu la Côte d'Ivoire, c'est d'abord utiliser les variétés améliorées, haut productives et qui produisent aussi rapidement. Ces variétés haut productives vont permettre aux producteurs de réduire les surfaces cultivées, leur permettre d'une part de faire une diversification des cultures, mais aussi, avec l'agroforesterie qui est prônée de nos jours, permettre de reboiser une partie de leurs parcelles et ainsi participer
au reboisement de la Côte d'Ivoire entière. Les pépinières que vous voyez vont être mises à la disposition des producteurs de ce village de Petit Bondoukou qui ont perdu leur plantation du fait de la maladie Solent-Shoot. La seconde porte sur les mesures d'accompagnement gracieusement offertes avec pour finalité soutenir le paysan dans son passage à vide. On n'a plus de moyens. Les bananiers, c'est gratuit. Tu as un hectare, on te donne plus de 1000 et quelques pieds de bananiers à planter. Ça te fait beaucoup de régimes de bananes à vendre. Donc ça là, en tout cas, c'est encouragé. Les maïs aussi, même chose. L'arachide, même chose, on ne paye pas. Et puis avec les insecticides, les herbicides, encore de l'engrais, en tout cas, on les félicite. Après 3 campagnes d'arrachage, 1200 hectares ont été traités depuis 2014 sur les 3000 infestés dans les départements de Bio, Méayi, Soubré. Voilà, le Solent-Shoot, une gangrène dans nos plantations. Comment venir à bout de cette maladie? Quelles mesures prises donc pour éradiquer le mal? Le dossier était signé Noël Nyagno. Giuseppina Nicolini, le maire de Lampedusa, lauréat du prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix 2017. Avec lui, une ONG, l'ONG SOS Méditerranée de France. Les lauréats sont connus depuis seulement quelques heures. Sylvie Touré. Aux côtés de Nelson Mandela, Jimmy Carter, François Hollande, Shimon Peres et autres lauréats, trône fièrement Giuseppina Nicolini. La maire de la ville de Lampedusa, porte d'entrée des migrants en Italie, a été distinguée ce mercredi, prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Son engagement dans la gestion de la crise des migrants a milité en sa faveur. Même combat, même engagement, récompense identique. L'ONG européenne SOS Méditerranée monte également sur le podium pour le compte de l'année 2017. À son actif, 11 000 vies sauvées depuis le lancement de ces opérations de sauvetage en février 2016, a justifié l'UNESCO, organisateur du prix. Dans un communiqué, le président par intérim du jury, Joaquim Chissano, ancien président du Mozambique, a appelé la communauté internationale à plus d'actions concrètes pour mettre fin au drame qui se joue sur la Méditerranée. Et notez, pour être complet sur le sujet, que 13 000 personnes ont péri dans les naufrages depuis 2013. 11 000 personnes en détresse en mer Méditerranée ont heureusement été sauvées par l'ONG SOS Méditerranée, cette association européenne, aujourd'hui donc lauréate du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix 2017. Au Soudan du Sud, la situation humanitaire se dégrade de plus en plus. L'ONU estime à 3,5 millions le nombre de personnes déplacées, en cause la recrudescence des combats dans certaines zones. On retrouve Sylvie Touré. La situation se détériore de plus en plus au Soudan du Sud. 3,6 millions de Sud-Soudanais ont fui le pays à cause des combats marqués par de nombreuses atrocités contre les civils. Des réfugiés, composés essentiellement de femmes, de jeunes filles et d'enfants, sont affectés par la crise. Selon les plans humanitaires publiés en début d'année, environ 7,5 millions de personnes ont besoin de recevoir de l'aide humanitaire. De nouveaux affrontements au début de 2017 ont forcé des dizaines de milliers de personnes à quitter leurs habitations et les habitants continuent à être assassinés et être la cible de violences, notamment de violences sexuelles. Cette situation rend la tâche difficile aux travailleurs humanitaires. Lundi dernier, 3 employés sud-soudanais d'un sous-traitant du Programme alimentaire mondial avaient été tués à la machette et par balle. Fin mars, ce sont 6 travailleurs humanitaires qui avaient trouvé la mort dans une embuscade. Au total, 60 agents humanitaires ont été contraints de quitter plusieurs zones en proie au combat. Au cours du week-end, la communauté humanitaire a dû relocaliser 60 membres du personnel humanitaire de Jonglei, suite à des séries d'incidents violents et une aggravation des hostilités envers eux. Au moins 82 membres du personnel ont été tués depuis décembre 2013, dont 6 lors d'une attaque embusquée sur la route entre Juba et Pibor. Ces attaques constantes freinent les humanitaires dans leur mission d'assistance. La famine est l'une des conséquences directes du conflit. Plus de 100 000 personnes sont concernées. Si le président Salva Kiir a promis que son gouvernement assurerait aux organisations humanitaires un accès sans restriction aux populations dans le besoin,
N'empêche que 79 cas d'humanitaires empêchés de faire leur travail ont été recensés pour le seul mois de mars. Vous l'avez certainement rectifié par vous-même. Reportage signé Gabriel Zani. Présidentielle en France, plus que 4 jours pour aller aux urnes. 11 candidats en lice. Envoyé spécial de la RTI en France, Alexis Ouedraogo, elle a sillonné pour vous quelques QG. Regardez. À quelques 2 jours de la fin de la campagne pour la présidentielle française, nous avons promené nos caméras dans quelques quartiers généraux de campagne. Dans un contexte de risque d'attentat, difficile que les portes s'ouvrent. Au quartier général de François Fillon, après un long pourparler, la cellule communication nous donne accès à la salle presse. Florence et Clara font partie des petites mains dans l'ombre. Elles sont confiantes pour le scrutin du dimanche. On est vraiment tous confiants, on continue, on est pleinement mobilisés, donc on est tous à nos tâches, à nos postes, très opérationnels. Mais l'ambiance est très bonne parce qu'on pense que François Fillon va se qualifier pour le second tour. Avant vendredi, date de clôture de la campagne, le camp Fillon lui fait le plein de gadgets pour ses sympathisants. Plus loin, dans le 15e arrondissement, le quartier général du candidat Emmanuel Macron. Ici, des jeunes anglophones qui ont fait le déplacement sur Paris sont venus découvrir l'antre du candidat d'En Marche en déplacement à Nantes pour un meeting. 17h heure de Paris, le quartier général de Benoît Hamon, lui, se déplace sur la place de la République. L'homme y tient l'un de ses derniers meetings de campagne. Le premier tour de la présidentielle en France est donc prévu pour ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée sur nos antennes.